Merci Nicolas. Effectivement, je tiens tout d'abord à excuser le secrétaire d'État au numérique Cédric O. Comme vous le savez, depuis hier, l'Assemblée nationale examine une proposition de loi de lutte contre la haine en ligne qui est complexe, qui touche à des sujets sensibles. Et le secrétaire d'État ce matin est retenu pour justement aborder avec certains parlementaires des points de crispation. On a vu la séance hier qui a montré qu'on touche à quelque chose d'extrêmement sensible, que l'on est sur une ligne de crête face à un défi qui est loin d'être évident. Néanmoins, pour nous, c'était important d'être là ce matin, à la fois pour saluer tous les travaux qui ont été menés, notamment depuis le sommet de Paris, et pour vous dire ou vous redire qu'on a terriblement besoin de vous tous pour réussir les défis assez vertigineux qui se présentent devant nous. Et justement, je vais détailler un peu les chantiers et les défis auxquels le gouvernement, mais j'allais dire l'ensemble de la société civile, devra faire face dans les prochains mois et les prochaines années de notre point de vue. Alors, les débats d'hier à l'Assemblée nationale ont très bien souligné que Internet n'était pas juste une révolution technologique, qu'on avait là quelque chose de profondément culturel, social, voire philosophique, qui s'est immiscé dans chaque strate de l'activité humaine, dans chaque interstice de notre vie quotidienne, qu'aujourd'hui, Internet, ça apparaît comme étant une évidence. Alors, que ce soit pour moi, mais à voir certains cheveux gris ou blancs dans la salle, d'autres ont connu la préhistoire avant l'Internet. Mais il faut comprendre que pour une majorité de citoyens, aujourd'hui, Internet est une évidence qui s'interroge à peine. Or, nous sommes convaincus que c'est une évidence qui est menacée, pour reprendre l'expression qu'avait retenu le président de la République en novembre dernier. Une évidence menacée parce que ce terreau, ce terrain fertile qui a permis l'émergence d'innovations, de souffles démocratiques nouveaux, de combats nouveaux, et alors de plus en plus, je ne sais pas, ou est-ce que c'est une remontée à la surface, mais également l'engrais de mouvements, de tendances, voire d'activités criminelles, ou à tout le moins qui viennent saper progressivement, sans crier gare, les fondements de notre pacte social. Et donc, face à cette évidence menacée, nous avons le devoir de réagir. Mais en même temps, nous avons un objet fragile entre les mains. Et donc, il faut regarder la manière avec laquelle on peut résoudre ce défi sans casser ce formidable objet qui s'est créé ces dernières années. Alors, vous le savez, il y a un peu trois modèles qu'on présente habituellement. Celui, et si on prend des comparaisons botaniques, celui un peu de la jungle, où on laisse finalement le marché, les acteurs faire, en misant sur l'autorégulation. Parfois, ça marche, mais globalement, ça ne marche pas. C'est notre constat, c'est de dire que finalement, on ne peut pas juste observer et espérer que des mécanismes d'autorégulation nous permettent de préserver les trésors collectifs de l'Internet. Deuxième vision, c'est une vision de centralisation étatique, qui est de considérer que, au fond, l'Internet est un outil qui doit servir les intérêts communs, les intérêts généraux, voire les intérêts d'un État, et que finalement, il doit être maîtrisé, guidé. Et c'est là où nous, on est convaincus que cette vision-là est mauvaise parce qu'elle détruira cet objet fragile et ces trésors collectifs qui ont été créés. Et donc la troisième voie, qui est un peu celle du jardin à l'anglaise, qui consiste finalement à reposer notre action
sur la régulation. Alors la régulation, ça veut dire quoi? La régulation, c'est l'art de l'équilibre. C'est l'art de laisser les énergies se développer, les initiatives se développer, tout en maintenant un équilibre, s'assurer que l'essence démocratique qui consiste à un jeu de contre-pouvoir permanent, que ce soit sur les marchés, que ce soit sur les expressions, pourra être structurellement maintenue. Cette idée que finalement c'est la contestabilité des opinions, la contestabilité des positions fortes, économiques ou non, qui fait l'essence et la vie d'Internet. Alors cette régulation, et on est convaincu que c'est la voie qu'il faut construire et qui est à construire, et là encore une fois c'est un défi colossal. Il faut d'abord l'appréhender de manière plus asymétrique, dans la mesure où une régulation trop symétrique risquerait de tuer l'innovation et d'empêcher de nouveaux acteurs de se développer. Et donc, de notre point de vue, nous devons nous concentrer sur les réflexions de mise en place d'une régulation asymétrique. Alors, depuis un an, l'ensemble des acteurs travaillent, réfléchissent, notamment dans le cadre des états généraux des régulations numériques qui ont été lancés par Mounir Majoubi à l'été dernier, et que nous allons bientôt conclure dans les prochaines semaines, non pas pour refermer le dossier, mais justement pour identifier les leçons que nous pouvons tirer de tous ces travaux, tous ces débats, et envisager la suite pour agir. Parce que nous sommes convaincus que, certes, il faut maintenir la réflexion, mais là, il faut rentrer dans l'action. Parce que si nous ne réagissons pas, nous aurons, et les débats parlementaires hier l'ont montré, y compris parfois de façon inquiétante, qu'il y avait un risque de coagulation entre la volonté de réagir pour protéger légitimement les citoyens et une vision un peu plus dirigiste des choses. Et là, on voit bien que si on n'est pas capable d'apporter une solution intermédiaire équilibrée, nous risquons de basculer sur des modèles qui sont, selon nous, pas bons et qui sont trop dirigistes, trop des jardins à la française, mais à la française de Louis XIV, qui, encore une fois, n'est pas notre référence. Donc, oui, il faut agir. Alors, on a commencé à agir dans un premier temps avec la fameuse loi fake news. Elle a montré que c'était compliqué, parce que, objectivement, on voit bien que son application, sa mise en œuvre est délicate et que la loi est certainement pas parfaite. On le voit dans la PPL Avia, la proposition de loi, relative à la lutte contre la haine en ligne. Là aussi, on est sur une ligne de crête. Alors, permettez-moi juste d'apporter quelques précisions sur cette proposition de loi que certains ont pu considérer comme liberticide. Cette proposition de loi, elle ne vise pas à créer de nouveaux délits d'expression. Elle retient et elle s'appuie sur des délits qui sont d'ores et déjà inscrits dans la loi, que ce soit dans l'article 6.1.7 de la loi sur la confiance en l'économie numérique ou un certain nombre de textes du Code pénal. Donc on n'a pas créé de nouvelles infractions pour les individus. Simplement, sur ce premier pilier de la responsabilité individuelle des auteurs, l'idée est simple, c'est de dire que les lois qui existent et qui sont plutôt appliquées dans la vie réelle, elles doivent être complètement appliquées sur Internet. Le premier pilier, c'est la responsabilisation des individus, ce qui veut dire que si on ne rajoute pas de texte pénal, c'est une action plus sur l'organisation et l'effectivité de la réponse judiciaire sur lesquelles on travaille, notamment avec un parquet spécialisé, la plainte en ligne, le recours à l'ordonnance pénale, non pas pour davantage incriminer, simplement pour appliquer la loi qui existe.
Le deuxième pilier de cette loi, c'est de responsabiliser les plateformes. Et responsabiliser les plateformes dans une logique de régulation. On a souvent mis en avant le premier levier qui était la sanction pénale en cas de non-retrait d'un contenu manifestement haineux dans les 24 heures. Mais en réalité, le cœur du dispositif, c'est bien la régulation qui est prévue sur ces grands acteurs, sur uniquement, encore une fois, les acteurs systémiques, puisqu'il y a un seuil qui précisera les acteurs concernés par cette loi. La logique, c'est de dire que ces acteurs ont dans les mains un outil puissant de viralité, qu'ils ont la capacité de fait, et encore une fois, ce n'est pas un reproche en tant que tel, ils ont une capacité à diffuser très largement des propos ou des discours qui portent atteinte à la dignité humaine, qui attaquent des personnes. Encore une fois, ce n'est pas une lutte contre des opinions, c'est bien une lutte contre des actes qui touchent des personnes, des actes qui sont incriminés par le code pénal dans la vie réelle et que nous souhaitons voir appliquer sur Internet. Alors, il y a une ligne de crête, néanmoins, parce que cette obligation de retrait des contenus manifestement haineux, et là, j'insiste dessus, parce qu'on a lu parfois dans la presse des choses erronées, ce sont uniquement les contenus manifestement haineux. Dès lors qu'il y a un doute, dès lors qu'il y a une discussion, on est hors du champ de la loi. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est notre conviction, c'est qu'on doit s'attaquer au plus grave, au plus lourd, et qu'il y aura d'autres modes de régulation pour les fameux contenus gris. Parce que, par ailleurs, nous sommes tenus par une exigence juridique qui est qu'en principe, cette régulation, elle doit se faire au niveau européen. Et que si nous savons et nous pouvons, après l'avis du Conseil d'État, intervenir au niveau national, c'est parce que nous nous limitons aux atteintes à la dignité humaine, parce que nous nous limitons au plus grave et au strictement plus grave. Sinon, nous n'avons pas la légitimité, la légalité de pouvoir intervenir au niveau national. Donc, ce deuxième pilier de responsabilisation des plateformes, il vise bien à demander à couper le ventilateur quand on a un propos haineux, dangereux, qui porte atteinte à une personne qui arrive sur les réseaux sociaux. Troisième pilier de cette loi, c'est la responsabilisation, j'allais dire, sociétale. C'est que cette augmentation de la haine sur Internet, ce n'est pas uniquement la faute des autres ou la faute des grands réseaux sociaux. Il faut aussi qu'on se regarde et qu'on essaie de comprendre pourquoi il y a de plus en plus de haine sur les réseaux sociaux. Et il y a probablement une vraie question d'éducation. Je parlais tout à l'heure d'une révolution culturelle. Et pour appréhender, pour accompagner cette révolution culturelle, nous sommes convaincus qu'il faut agir en termes de sensibilisation de tous les publics, notamment des plus jeunes, et d'éducation. Il faut donner aux plus jeunes les moyens de comprendre la portée de leurs actes et de comprendre aussi la loi, de comprendre ce que sont nos valeurs républicaines sur Internet. Quand on parle de fraternité dans le liberté, égalité, fraternité, ça a un sens également sur Internet. Donc ce troisième pilier est important et nous travaillons beaucoup avec Jean-Michel Blanquer pour voir comment, au-delà même de ce qui est prévu dans les nouvelles lois scolaires, et notamment l'introduction à partir du mois de septembre d'une heure et demie de sciences numériques à partir de la seconde pour justement essayer d'accompagner ce discours de sensibilisation des plus jeunes à ces discours de haine en ligne. Donc vous voyez bien que la réponse, elle est triple. Elle est à la fois de dire on applique sur Internet le droit qui existe déjà, on n'a pas besoin de le renforcer, on impose une responsabilité aux plateformes au regard de la puissance naturelle qu'elles ont, et notamment cette puissance de viralité. Et puis, on a un axe d'éducation et de sensibilisation qui est essentiel si on veut avoir une lame de fond
de lutte contre la haine en ligne. Alors, je parlais de fake news, de cette PPL Avia, mais on va aller plus loin, c'est qu'il va falloir aborder la question de la régulation économique de ces grandes plateformes. Là aussi, le défi est compliqué. L'idée, c'est toujours de cette régulation, c'est d'avoir une forme de contestabilité des positions, d'avoir une forme de liberté maintenue, pérenne pour l'innovation et pour le consommateur, ce qui pose un certain nombre de questions lourdes sur les données, sur la portabilité des données, sur l'interopérabilité des différents systèmes et des différents réseaux. Il n'y a pas de gros mots. Le terme d'interopérabilité, nous le regardons et nous sommes convaincus que c'est peut être, dans un certain nombre de cas, une solution intéressante à creuser. Et c'est là où je reviens sur les propos de mon début de mon introduction, qui est de dire on a besoin de vous. Parce que sur ces questions de régulation économique, où nous allons rentrer dans le dur là, dans les prochaines semaines, de se poser les questions de très concrètement comment on traite la question de la portabilité ou de l'interopérabilité vis-à-vis de grands acteurs. Au-delà des principes, il faut rentrer dans le concret, dans la mesure, dans l'écriture de la mesure. Et là, on voit bien que c'est complexe, ça touche des équilibres importants, et nous avons probablement besoin d'y réfléchir encore, mais dans une vision beaucoup plus concrète et d'application. La clôture de ces états généraux qui interviendra encore une fois dans la régulation numérique qui interviendra dans les prochaines semaines permettra d'envisager ces cercles de discussion. Je ne vais pas dévoiler des annonces qui ne sont pas encore tranchées, mais l'idée c'est bien de complètement associer les différents acteurs, la société civile. Ce n'est pas quelques fonctionnaires technocrates dans un bureau qui arriveront à envisager les solutions. Et donc, on a besoin de collectivement, non seulement pour la conception, mais j'en suis convaincu, pour la mise en œuvre, de se mettre autour de la table pour travailler ensemble à ces solutions. Alors, on ne le fera pas que au niveau franco-français. Il va falloir envisager, et c'est souhaitable, une réflexion au niveau européen, mais également au niveau international. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit s'interdire des discussions françaises, mais nous sommes convaincus que les bonnes solutions sont à l'échelle européenne. Donc, je vous donne rendez-vous à partir du mois de septembre, une fois que les annonces sur les prochaines actions seront rendues publiques dans les prochains jours et les prochaines semaines. Encore un grand merci pour votre implication. On a vraiment, vraiment besoin de vous sur la conception et la mise en œuvre de la régulation de l'Internet de demain, que ce soit sur les contenus, que ce soit économique, avec des grandes réflexions, mais également avec des mesures extrêmement précises, concrètes, d'application au quotidien de cette future régulation. Merci de votre attention. Merci Antoine Darod, donc, qui remplaçait au pied levé Cédric O.